Voilà, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour échanger à l'occasion des 70 ans du Secours catholique. On remercie le Secours catholique de nous avoir invités. Voilà, donc comme l'a dit Jacques, on conçoit notre petite intervention sur en fait quatre grands thèmes. On va vous parler d'abord de notre parcours avant de se connaître et puis de ce qui nous a amené à nous engager, donc notre rencontre, ça c'est la première étape. Ensuite, on pensait évoquer avec vous le mariage, la question du mariage qui s'est posée, puisqu'on a souhaité se marier. Ensuite, dans un troisième temps, on va évoquer la vie de famille. Comment est-ce qu'on a résolu notamment la question de l'éducation des enfants, l'éducation religieuse bien sûr, puisqu'on est de confessions différentes. Et puis dans un dernier aspect, on ira un petit peu plus dans la question de la spiritualité et de nos réussites et éventuellement des choses qui n'ont pas bien marché voilà, qui sont pas forcément des échecs, mais en tout cas voilà, des questionnements. Voilà, alors tu veux commencer ? Oui, bien sûr, après il y aura un échange avec vous, bien sûr, on est tout à fait ouvert au dialogue, essayer de répondre à vos questions. En sachant, je précise déjà tout de suite que, en fait, l'expérience dont on va témoigner, c'est vraiment une expérience personnelle, c'est-à-dire que c'est un couple islamo-chrétien aujourd'hui, dans une France qui en compte beaucoup. Hein, donc voilà, il faut évidemment se garder de faire des généralités ou de Bon, alors vous nous excuserez parce qu'on a un petit peu rédigé quelques notes. On va essayer de pas trop lire nos papiers. Alors, tu veux commencer toi sur le... Voilà. Donc tout d'abord, notre parcours individuel avant de se rencontrer et puis notre rencontre. Bonjour, donc je m'appelle Nasser, donc j'ai 49 ans. Donc je suis l'époux de Muriel. Je suis originaire d'origine de l'Algérie. Pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie, donc de l'Est algérien. Je suis natif du massif des Aurès, issu de la région donc des Berbères, donc issu d'une famille de 7 enfants, une famille nombreuse à l'image des familles algériennes de l'époque. Je suis né dans un petit village donc au milieu des Aurès, issu d'une famille donc nombreuse, de religion musulmane, c'est des parents analphabètes, donc le niveau d'instruction il est quasiment nul, donc ils pratiquaient la religion, c'est plus des pratiques culturelles et cultuelles. De côté culturel, c'est très superficiel, donc ils savent donc juste apprendre à faire leur prière, accomplir le pèlerinage et faire le mois de jeûne de Ramadan. Et petit, j'ai été amené à être initié, donc j'ai fréquenté les écoles, ce qu'on appelait maintenant communément donc l'école coranique. C'est pour initier les enfants à l'apprentissage de la langue arabe. Et c'était essentiellement par la voie orale. Le support utilisé à l'époque, c'était les textes coraniques. De par leur beauté donc, de la langue, de la linguistique, et c'était le seul support pour initier les enfants à l'arabe. Par la suite, en arrivant donc au cursus scolaire qui est calqué sur le cursus scolaire français, donc il y a l'école élémentaire, le primaire, le collège et puis par la suite le lycée et la fac et l'université. J'ai fait tout mon cursus donc dans le village primaire, Par la suite, j'ai rejoint une agglomération qui s'appelait une ville plus importante qui s'appelle Khanchla, qui est à 70 km donc de mon village natal, où j'ai suivi mon cursus donc du collège. En arrivant au lycée, là j'ai eu certains de mes enseignants qui étaient français. C'était de Copéran et j'étais bilingue, donc on avait des matières qui étaient encore en français,
comme les mathématiques, la physique et le français comme langue. Donc là, j'ai côtoyé des enseignants français. Par la suite, à l'obtention du bac, donc, je suis remonté vers Constantine, donc, c'est la grande ville régionale donc, de l'Est de l'Algérie. Là, j'ai rejoint la faculté, donc l'université en l'occurrence. Et puis, par la suite, j'ai eu c'est là où mon projet de venir en France, initialement pour des études, pour des études supérieures, a vu le jour. Donc en arrivant en France, voilà, après obtention du bac, j'ai entamé un cursus donc, des études de pharmacie. Et par la suite, voilà, donc le projet initial s'est transformé en un projet plutôt d'installation en France, à l'image de beaucoup d'autres. Et donc voilà, c'est par la suite où j'ai rencontré Muriel et puis voilà, donc le projet du mariage et la fondation d'une famille a vu le jour et on rentrera dans les détails, je vous donnerai plus de détails si vous avez des questionnements, on répondra à vos questions. Alors la rencontre de Muriel et moi a eu lieu au sein d'une association parce que j'étais dans la région parisienne quand je suis arrivé en France en 89 et je suis arrivé dans la région parisienne de par la présence de ma famille parce que j'avais deux de mes frères, de mes grands frères qui étaient installés en France depuis longtemps, quasiment depuis les années 60. Et puis l'université aussi qui m'accueillait, c'était dans la région parisienne. Au moment, donc en 97, la fin des années 90, j'étais militant dans une association, voilà, ça me rappelle un peu des souvenirs en voyant ces sans-papiers où j'étais militant dans une association de droit devant qui milite un peu pour le droit au logement et le droit des sans-papiers pour les aider à résoudre leurs problèmes qui était le mien aussi initialement. Donc Muriel, j'étais animateur dans cette association. On organisait ce qu'on appelait le parrainage républicain. Ça veut dire, pour donner une idée, un citoyen français, lambda, il parraine, chaque citoyen français parraine un sans-papier pour l'aider dans ses démarches, sachant que les sans-papiers, très souvent, ils ont cette contrainte de la langue et par rapport aux démarches administratives. Donc les recours, les demandes de séjour, la prise des rendez-vous, on les aidait de ce côté-là. Et Muriel, elle s'est présentée comme une professionnelle, une jeune professionnelle qui voulait participer, prendre part d'un parrainage et parrainer un étranger sans papier pour l'aider dans ses démarches administratives. C'est là on s'est rencontrés et par la suite, voilà, donc notre relation a évolué donc un peu plus jusqu'à l'arrivée du mariage. Et je lui laisse la parole, elle vous dira un peu plus à ce sujet. Merci. Donc, alors effectivement, moi je suis catholique, j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante, une famille nombreuse aussi, on était 5 enfants. Et mes parents étaient vraiment activement engagés dans la vie de l'église, dans plusieurs mouvements. Et ils avaient, quand j'étais toute petite, milité dans une association qui s'appelait Frères des Hommes, qui était orientée vers le développement du tiers-monde. Voilà, donc j'avais été sensibilisée déjà depuis petite à ces questions de développement. Et moi j'étais vraiment... j'avais vraiment une curiosité donc, pour le monde oriental, maghrébin, africain, enfin voilà, j'étais intéressée, mais par contre je connaissais pas l'islam du tout, parce que mes parents, on était dans une famille catholique où le catholicisme c'était notre conviction, et à l'époque, dans les années 70-80, on parlait assez peu de l'islam. Donc je ne connaissais pas du tout l'islam. Et mes premiers contacts avec des musulmans, ça a été à l'université, lorsque j'ai rejoint un groupe de dialogue interreligieux.
où j'ai côtoyé des étudiants musulmans, mais bon, à l'époque, bon, ça me passait un peu au-dessus de la tête, j'avais 20 ans, et vraiment, j'ai beaucoup eu de mal à percevoir un peu ce que pouvait être l'islam. Ensuite, j'ai enseigné le français à des étrangers turcs en France, en Bretagne, donc là, je commençais un petit peu à m'intéresser aux questions de l'islam. Je suis partie un mois au Maroc pour enseigner aussi le français à des écoliers marocains. Donc j'ai séjourné un mois dans une famille marocaine. Donc voilà, donc en fait en rejoignant cette association de parrainage de sans-papiers, moi ce qui m'intéressait c'était de faire un pont en fait entre les Français et les étrangers qui étaient dans des situations difficiles, de faire jouer la solidarité à une époque en fait dans les années 97-98 où les lois françaises commençaient un petit peu à se durcir, où il devenait assez compliqué, de plus en plus compliqué d'obtenir la nationalité française, d'obtenir le droit d'asile, d'obtenir un titre de séjour. Voilà. Donc on s'est rencontrés, on a commencé à se fréquenter et en fait ce qui nous rapprochait c'était un désir d'agir dans la société pour essayer de la changer dans la limite de ce qu'on pouvait faire bien sûr. Et en fait ce qui nous rassemblait c'était une analyse des faits politiques et sociaux un petit peu commune. Par contre, ce qui nous séparait, c'était un peu tout le reste, hein, c'est-à-dire d'abord des héritages familiaux qui étaient très différents, un héritage culturel différent, un pays d'origine différent, une langue maternelle différente, et puis bien sûr deux religions différentes. Donc en fait, avant de se marier, avant de décider de se marier, on a pendant une longue période, enfin on a vécu une période assez difficile, où on s'est apprivoisé et on n'en garde pas forcément un très mauvais souvenir, mais enfin voilà, c'est pas non plus une période très intéressante dans notre vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les couples mixtes islamo-chrétiens, souvent, eh bien, il y a cette période-là de cheminement ensemble avant le mariage qui est souvent très longue, parce qu'il faut se chercher, il faut essayer de se connaître, et la décision de se marier, de s'engager durablement, elle n'est pas du tout évidente. Voilà. Alors si tu veux, Nasser, tu peux essayer d'évoquer votre mariage maintenant. Donc, à l'issue de cette période qui était, que moi j'ai gardé quand même certains beaux souvenirs, dans la mesure où une partie s'était liée plutôt au contour de personnalité de chacun d'entre nous, comme tout un couple qui se forme. C'est sur les projets, sur l'avenir, on rentre un peu plus dans les détails que le projet de société pour lequel on aspire tous les deux. Et par la suite, effectivement, il y a ce clivage, ces clivages qui sont d'ordre plus culturel et cultuel, qu'il fallait surmonter et aborder pour que le projet donc, du mariage prenne forme. On a évoqué ces questions et donc on a fait des pas en arrière et puis des pas en avant. On a fini par avancer donc on a décidé de se marier dans la mesure où nos projets, donc on était convaincus qu'il pourra tenir la route et qu'il pourrait aboutir à une vie de famille, donc à fonder une famille, un foyer, donc avec toutes ces contraintes. Maintenant, l'étape suivante, c'est de l'annoncer aux familles et aux deux familles. Bon, c'était pas en ce qui me concerne, j'ai appréhendé juste la réaction de mon père. Il n'était plus du monde, donc il était décédé, donc il a mis ma mère. Maintenant, on a appréhendé un peu sa réaction. Quelle est la méthode, utiliser la méthode la plus douce pour lui annoncer. Et puis, sachant que ma mère, depuis que j'ai quitté l'Algérie, voilà, c'est comme tout parent qui perd un peu de vue cet enfant et qu'elle espérait, elle souhaitait tout le temps, elle a gardé le souhait de me retrouver, que je retourne en Algérie auprès d'elle. Et puis voilà, c'est un souhait de parents. Et à chaque fois, pendant mes séjours en Algérie, c'était, voilà, la question du mariage, elle était omniprésente, donc voilà. Et je voyais, pour être un peu
caricaturale et anecdotique. À chaque fois que je rentre là-bas, je voyais toutes les cousines, un peu un défilé de présentation. Je voyais toutes les cousines et toutes les dans sa façon de faire, c'est de se marier avec la cousine. Voilà, le cercle un peu très étroit. Et comme c'était pas possible, donc la réaction, il n'y a pas eu de réaction positive de mon côté, le cercle s'est élargi en évoquant le mariage. Voilà, mon fils, maintenant tu es arrivé à l'âge, j'avais une trentaine d'années, tu es arrivé à l'âge de mariage, maintenant, est-ce que tu ne vas pas d'ici de la ville, voire de l'Algérie, étant donné que tu es en France, tu es loin hors de contrôle, est-ce qu'il y aurait quand même des Algériennes là-bas, on est en France, parce qu'il ne faudrait pas dénicher une Algérienne et puis tu te maries. Comme il n'y a pas eu de réponse positive, le cercle est élargi à une musulmane. Voilà. En France, il y avait beaucoup de musulmanes. Est-ce que tu ne peux pas trouver une musulmane là-bas? Et puis voilà, on en finit. L'essentiel, il faut sceller le mariage et puis dire voilà, maintenant on avance. Et c'était attends maman, c'est pas le moment, le moment venu, je te dirai, je te tiendrai au courant. Mais la question, elle presse. Donc voilà, et à un moment donné, elle m'a dit, voilà, maintenant le mariage. Je lui ai dit oui, il y a un mariage. Voilà, maintenant tu m'as toujours posé la question du mariage. Voilà, le mariage, maintenant j'ai décidé de me marier. Bon, c'est qui? Voilà, c'est la question. Elle a perdu beaucoup de terrain, mais je lui dis que c'est pas une. Elle m'a posé la question, voilà, pour vous dire, vous raconter le dialogue, comment c'est l'échange, comment ça s'est passé. Elle m'a dit, est-ce qu'elle est algérienne? J'ai dit non. Est-ce qu'elle est musulmane? J'ai dit non. Bon. Maintenant, après, elle ne m'a pas parlé de ça pendant 2 jours. Après, elle est revenue à la charge et elle m'a dit, est-ce qu'elle est croyante? Ah ben, je lui dis oui. Enfin, il y a une question qui reçoit une réponse plutôt affirmative, voilà, et positive. Je lui dis, elle est croyante. Effectivement, elle est croyante, mais elle est chrétienne. Et j'ai pas réussi à appréhender, à mesurer un peu le choc, l'impact de la réponse et de l'information sur elle, mais un jour ou 2 après, elle est revenue vers moi pour aller un peu plus loin, au-delà de l'impact de l'autre, de l'information que l'autre, de l'inconnu. Elle est revenue pour se centraliser un peu, creuser un peu plus sur la personne. Là, les informations, je lui ai donné les informations qu'elle souhaitait avoir. Ce qui est particulier, c'est que c'est un enseignement tiré de ça, de ce dialogue entre moi et ma mère. C'était son cheminement. Et ça m'a rappelé un peu notre parcours avec Muriel et notre cheminement ensemble pour arriver et décider à se marier. Avant, c'était la famille, la cousine, et puis s'élargit au village, et après par la suite s'élargit par la suite à la ville, et puis à la nation, à l'Algérie, à un pays, et après par la suite à la croyance, à une musulmane, et par la suite tout simplement une croyante. Pour vous donner un peu une image de comment ça s'est passé, le dialogue entre moi et ma famille pour annoncer ce mariage. Après, c'est cette phase d'attente. L'attendre, c'est qui l'autre, la connaître. Elle l'a connue par rapport à moi, par le Mehdi, elle l'a connue par des photos, et par la suite, elle attendait un peu impatiemment pour rencontrer la personne en question, et puis voir un peu ce qui est derrière comme personne. Voilà, c'est à peu près de mon côté comment ça s'est passé jusqu'à de l'annonce jusqu'au mariage. Je laisse Muriel vous dire un mot de ce côté-là, du côté de sa famille.
Voilà, donc pour rester sur la question du mariage, donc en fait, nous, quand on a pris la décision de se marier, on est rentré en contact avec une association qui s'appelle le groupe des foyers islamo-chrétiens, le GEFIC, qui est implanté à Paris, en région parisienne, et puis aussi à Marseille, et je crois à Lyon aussi. Voilà, donc c'est un groupe qui s'est constitué dans les années 60. Ce groupe, en fait, il a été créé par 3 couples islamo-chrétiens dans une France qui, à l'époque, n'était pas du tout coutumière de ce genre d'union. Et eux ont vraiment eu à tracer une voie, à construire quelque chose, faire avancer la réflexion sur ce type d'union. Donc nous, c'était la génération de mes parents, hein, donc nous, quand on est arrivé avec notre désir de se marier, il y avait déjà ce groupe qui avait beaucoup réfléchi, qui avait édité des témoignages. Donc on a rencontré des couples qui nous ont en fait aidés à réfléchir, mais en fait on entendait, quand on écoutait ces couples, on les entendait formuler de nombreuses questions induites par leur vie commune, dont les plus incontournables ont trait au rapport avec la famille du conjoint, aux pratiques rituelles, la prière, l'alimentation, les fêtes religieuses, etc. Et puis bien sûr aux sujets qui ont trait aussi à l'éducation religieuse des enfants. Mais nous, on n'arrivait pas du tout à s'approprier ces problématiques et à y apporter des réponses. Parce que, en fait, on était... Alors, ce qu'il y a, c'est que en fait, Nasser n'était pas du tout coutumier, on va dire, de la culture française et chrétienne, et moi, j'étais pas du tout coutumière de l'islam. En fait, on connaît... je dirais qu'il y a 2 sortes de couples mixtes islamo-chrétiens. Il y a les musulmans qui sont nés en France, qui sont issus de l'immigration des immigrés de 2e, 3e génération, dans lesquels le musulman a la double culture, en fait. Donc il connaît, il a des éléments de comparaison. Tandis que c'était pas du tout notre cas à nous, en fait. Donc lorsqu'on allait dans ces rencontres, en fait le GEFIC avait une rencontre annuelle, et il a toujours une rencontre annuelle au moment de la Pentecôte, où tous les couples se retrouvent. Et lorsqu'on allait à ces rencontres-là, ben, en fait, moi je ressortais complètement découragée et très déstabilisée. En fait. Donc ça m'aidait pas beaucoup. Et puis... En fait, les réponses qu'on a petit à petit essayé d'apporter à notre cas particulier, en fait, on les a apportées au fur et à mesure qu'on vivait les situations nouvelles, en fait, de manière totalement empirique. Voilà. Donc, alors vous allez me dire, mais vous preniez quand même de gros risques. D'ailleurs, je me souviens très bien, on avait un couple de nos amis qui, avant de se marier, avait bien pesé le pour et le contre sur tous les aspects de la vie commune et nous avait dit, mais vous êtes fous. Ils s'étaient un petit peu étonnés, ils s'étaient inquiétés pour nous par rapport à notre désir de s'engager sans avoir vraiment réfléchi. Donc en fait, on prenait un risque, oui, mais en même temps, je crois que sur l'essentiel, on constatait vraiment qu'on disposait tous les deux d'un socle commun. Et ce socle commun, c'était les valeurs humaines qui étaient on va dire, le cœur vraiment de nos 2 religions. Donc la fraternité, la solidarité, la générosité, l'attention aux autres, l'amour du prochain, tout ça, c'était vraiment ce qui faisait, je dirais, le socle commun entre l'islam et le christianisme. En tout cas, la première situation qui nous a obligés à nous positionner, ça a été la question du mariage. Pour en revenir à cette question-là, donc la façon dont comment on souhaitait célébrer notre mariage. Alors depuis Vatican II, le mariage dispare, c'est-à-dire le mariage entre une partie catholique et une partie non baptisée, est possible dans l'Église catholique. Ce qu'on demande, alors en fait c'est un sacrement qui est donné avec une dispense pour disparité de culte. Et on demande à chacun des 2 conjoints de rédiger ce qu'on appelle une déclaration d'intention à l'évêque du diocèse. Donc c'est une lettre en fait qui vient formuler la façon dont on entend s'engager pour l'avenir.